Les rites de passage à l'âge adulte sont des événements qui occupent une place fondamentale dans absolument chaque société. Il s'agit d'un rite, d'une épreuve qui symbolise le changement de statut social ou sexuel d'un individu et qui a lieu autour de l'âge de la puberté sociale, c'est-à-dire le moment où la société considère qu'on devient un adulte ou on doit devenir un adulte. Dit comme ça, je suis sûre que ça vous fait penser à des rituels dans des sociétés traditionnelles, comme par exemple les jeunes Maasai qui doivent passer des nuits entières dans la savane tout seuls pour montrer leur courage. Mais si on y réfléchit bien, les rites de passage à l'âge adulte ont la même importance dans nos sociétés modernes et occidentalisées. On retrouve quand même des communions, des circoncisions, des bar mitzvahs, et ça c'est pour plutôt les aspects religieux parce que dans le monde laïque aussi on a quand même énormément de preuves à faire pour prouver qu'on est un adulte aux yeux de notre société. Nous devons aussi traverser des épreuves et réaliser des cérémoniels comme par exemple le service militaire, le permis de conduire, le baccalauréat ou le premier job décroché. Aux États-Unis on connaît les grandes fêtes réalisées pour les Sweet 16, ou encore au Mexique, on a aussi les célébrations des quinceañeras. Enfin bref, si on y réfléchit, les rites de passage à l'âge adulte sont quand même fortement ancrés dans nos cultures à travers le monde. Du coup, dans cette vidéo, il y a des tas de rites de passage qu'on aurait pu aborder ensemble. Et puis en plus, les rites de passage sont hyper représentatifs de toute une culture. J'ai longtemps pensé vous parler du rite de passage des Sateremawe qui doivent porter des gants avec des fourmis-balles de fusil à l'intérieur pour prouver qu'ils deviennent des hommes. Mais finalement, dans cette vidéo, on va plutôt parler des hommes crocodiles du fleuve Sepik. Parce que comme ça, on va pouvoir aborder un pan immense de la cosmogonie, des croyances, des sociétés du Pacifique. Déjà, on pourrait définir un rite comme un temps qui est différent de l'ordinaire et qui permettrait de réorganiser cet ordinaire. Et les rites, particulièrement de passage à l'âge adulte, ont été beaucoup étudiés par l'anthropologue Arnold van Gennep, qui identifie 3 étapes dans le déroulement de ces rites. La première, c'est la séparation, l'isolation du groupe des futurs initiés. La seconde, c'est donc le moment du rite, le moment où se déroule le rite, souvent en marge du reste de la société. Et la troisième, c'est le retour dans le groupe avec un nouveau statut social et sexuel. Ces rites ils marquent donc un changement d'état, un passage de l'enfance à l'âge adulte, mais surtout le passage d'un état sexuel indifférencié à un rôle sexuel socialement déterminé. En gros, c'est à travers les rites de passage que les garçons deviennent des hommes et que les filles deviennent des femmes aux yeux de leur société. Maintenant, concentrons-nous sur le rite de passage des hommes crocodiles, comme je vous ai dit en introduction. En Papouasie-Nouvelle-Guinée, le long du plus long fleuve qui traverse le pays, qui fait 1200 km, vivent plein de sociétés qui sont toutes très différentes les unes des autres. On compte par exemple 90 langues différentes dans cette région qui fait à peine plus de 1000 km de long. Mais toutes ces sociétés, elles se rejoignent quand même autour du même sens du sacré, autour du sens de la sexualisation de la société et donc autour des mêmes rites de passage à l'âge adulte. En Papouasie-Nouvelle-Guinée, on est dans le Pacifique. Et dans les eaux du Pacifique vivent des grands prédateurs comme par exemple le crocodile. Et le fleuve Sepik en regorge. Et de ce fait, il est également partout dans les croyances des populations qui vivent depuis des millénaires autour du fleuve Sepik. Et par exemple, dans la société des Yatmuls, qui compte environ 15 000 personnes, le crocodile est effectivement vénéré. Et selon leur version du mythe des origines de la vie, avant que le monde n'existe, tout ce qu'il y avait c'était un crocodile géant. Et un jour, il a remué la queue, agglomérant de la terre autour de lui, créant une montagne et faisant sortir le reste de la terre de l'eau. Et c'est ainsi qu'est né notre monde. Vous l'aurez compris, le crocodile dans la culture Yatmuls est partout. Il est sculpté, gravé, peint sur absolument tous les objets du quotidien, mais surtout dans la peau des hommes. En effet, le rituel de passage à l'âge adulte pour que les garçons puissent enfin devenir des hommes consiste à scarifier le dos et le torse des jeunes pour donner l'apparence d'une peau de crocodile. C'est un rituel qui a lieu tous les 4 à 5 ans, les initiés ont entre 12 et 25 ans, et la nuit d'avant la réalisation du rituel, les futurs initiés vont d'abord passer la nuit à danser et à chanter, à faire la fête. Ils doivent aussi prendre un morceau de gingembre dans leur bouche qu'ils ne devront surtout pas perdre. Et une fois la fête terminée, les futurs initiés doivent partir dans la jungle alors que le reste du village rentre chez soi. Ils ne doivent pas dormir et ne doivent surtout pas aller voir leurs proches. À la levée du jour, ils vont aller passer de 1 à 2 heures dans les eaux froides du fleuve, ce qui doit permettre de ramollir leur peau pour la future scarification.
Puis la grande cérémonie peut commencer. Toute la communauté va y participer. On va y rencontrer des danseurs avec des masques de crocodile, les femmes vont porter beaucoup de bijoux, des coiffes, des robes, des colliers, etc. Des hommes déjà confirmés vont également incarner le mythe du crocodile qui créa la Terre. Et ensuite, les scarificateurs vont arriver un par un, chacun en portant un des futurs initiés sur son dos. En général, il y a une dizaine d'initiés par cérémonie. Et le scarificateur, traditionnellement, c'est l'oncle maternel du jeune qui se fait scarifier. Et enfin, ils vont partir dans un espace sacré où les femmes et les non-initiés ne peuvent se rendre. Les non-initiés, effectivement, les enfants, ne doivent surtout pas voir la réalisation du rituel et rester dans une prétendue ignorance. Et continuer de croire que c'est l'esprit d'un crocodile géant qui avale les adolescents et que les cicatrices sont dues aux morsures de l'animal sacré. Les nouveaux initiés vont donc découvrir pour la première fois ce haut lieu de sacralité, à savoir la maison des hommes. Ce lieu, dans les cultures mélanésiennes, c'est vraiment le cœur de l'activité politique et religieuse. Les scarifications vont se faire pendant toute la nuit, ça va durer environ une dizaine d'heures. Et le lendemain, les scarificateurs vont passer de l'huile de Ngwat sur les plaies, qui est un cicatrisant. Puis les nouveaux initiés vont être enduits des pieds à la tête de kaolin gris. Et ensuite, par 3 fois, les plaies seront réouvertes pour empêcher une cicatrisation trop rapide qui altérerait le résultat. Avant, toutes ces scarifications, elles étaient faites avec des feuilles de bambou. Aujourd'hui, on utilise plutôt des lames de rasoir, mais sinon, le reste du rituel n'a pas du tout changé. L'utilisation de médicaments, d'antidouleurs ou d'antiseptiques est acceptée. En tout cas, elle n'est pas du tout interdite. Mais cela fait des scarifications moins belles, moins voyantes, et souvent, les jeunes n'en demandent pas. Et puis finalement, ce rituel de passage, c'est que le point de départ du début de la construction de l'homme, de l'adulte. Dorénavant, il va falloir apprendre les gestes, les techniques, les savoirs, la magie. Pendant les mois qui suivent, on va apprendre aux initiés comment respecter sa femme, comment s'occuper de ses enfants, comment réguler les naissances, comment jouer des principaux instruments de musique, comment préparer des cérémonies et les officiers. Et ce, jusqu'à la grande fête de libération des initiés qui a lieu environ 1 ou 2 mois plus tard. Et c'est là que les nouveaux adultes vont pouvoir réintégrer leur société en tant qu'adultes confirmés. C'est un rite de passage qui m'intéresse particulièrement parce qu'il a une puissance symbolique gigantesque. Parce que le but en fait, c'est pas de ressembler à un crocodile. Le but de ce rite de passage, c'est de faire couler le mauvais sang, le sang de l'enfant. En effet, le but principal est de se séparer de son sang d'enfant, du sang de sa mère, pour devenir un adulte. Moi, je le compare vraiment dans ma tête à l'idée qu'on a du coupé de cordon. Parce que dans les cultures mélanésiennes, le sang de la mère, il est vital pour un enfant, mais très très dangereux pour un adulte. Il faut comprendre que ce sont des sociétés où les rôles sexués sont très très marqués. En Papouasie-Nouvelle-Guinée, on considère que lorsque l'on fait un enfant, c'est le sperme de l'homme qui va créer l'enfant. C'est le sperme de l'homme qui va permettre au fœtus qui est déjà dans la femme tout le temps, en continu, de se développer, mais surtout aux os de se constituer. Et ça, c'est très intéressant parce que les os, c'est la seule chose qui reste après la mort. La mère, elle va permettre dans son ventre de créer la chair et le sang. Et donc, traverser ce rite de passage, c'est surtout se débarrasser de l'enfant qui est en soi en se débarrassant du sang de sa mère, de son sang d'enfant, et en ayant enfin son sang d'adulte. L'homme peut enfin reprendre ses droits sur l'enfant et aussi sur la femme. Il faut quand même comprendre qu'effectivement, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, il y a vraiment cette séparation sexuée de la société, où les femmes sont quand même plutôt impures, on veut pas garder leur sang et tout ça, mais c'est pas quelque chose sur lequel nous on peut avoir une opinion en fait, de notre point de vue. Et pourtant je suis une grande féministe, je crois fortement à l'égalité entre hommes et femmes dans nos sociétés, c'est pas ça la question. On pourrait essayer de comprendre ce rapport-là à la femme dans l'idée que en fait la femme, elle a quelque chose d'un peu magique et d'un peu sorcier dans le fait qu'elle est capable de porter cette vie et de la mettre bas. La femme, c'est quand même elle qui crée la vie concrètement. Donc l'homme a besoin de réguler la société et de prendre un petit peu sa part de responsabilité dans cette vision du monde-là. Alors encore une fois, personne s'est assis et a écrit les choses vont être telles quelles. C'est aussi un développement de la société, des cultures et des croyances qui s'est fait de la sorte. Mais quoi qu'il en soit, peu importe la symbolique de la mère, du père, du sperme, du sang, de toutes ces choses-là, on retrouve clairement l'idée que un rite de passage, c'est quand même un moyen de couper le cordon avec ceux qui nous ont donné la vie pour être capables de la créer soi-même enfin. La colonisation au 19e et au 20e siècle a fait disparaître beaucoup de cérémonies à cause des interdictions de pratiques qu'imposaient les administrations coloniales.
Le tourisme et la mise en tourisme de certains rituels aujourd'hui permet de les faire survivre à travers une espèce de réinvention de la tradition, mais les scarifications ont quand même pas mal disparu. Dans les villages où la cérémonie persiste, elle n'est plus du tout obligatoire et on devient un petit peu un homme aux yeux de sa société en l'aidant à survivre parce que du coup, du fait de la mondialisation autour du fleuve Sepik, on ne vit pas vraiment avec de l'argent mais maintenant on a besoin d'argent et donc les jeunes ont tendance à quitter le village pour aller travailler et pour pouvoir subvenir aux besoins de leurs anciens, de leur famille. Néanmoins, les hommes crocodiles, qu'on appelle en anglais Child of Sepik, portent une très grande symbolique avec eux encore aujourd'hui. J'ai découvert en faisant mes recherches un fait divers au cours duquel un homme originaire d'une des tribus du fleuve Sepik, donc un homme crocodile, était guide d'un groupe d'Américains dans la forêt de Papouasie-Nouvelle-Guinée et ils se sont fait enlever en fait par un gang local armé un peu violent et lorsque les ravisseurs ont vu les scarifications que le guide portait sur lui, ils ont eu immédiatement un immense respect pour lui alors que ça fait quand même quelques générations qui sont plus concernées par cette tradition, mais eux n'étaient pas scarifié et lui il l'était. Alors forcément ça a imposé une forme de respect et ainsi tout le monde s'en est très bien sorti. Pour ceux qui veulent en savoir un peu plus et qui parlent anglais aussi, je vais vous mettre en lien l'article d'un anthropologue qui s'appelle Lars Krutak, qui travaille beaucoup sur les body modification, le tatouage, les scarifications, tout ce genre de trucs qui m'intéressent tellement, et qui a lui-même vécu ce rituel, qui est lui-même devenu homme dans le village de Kaningara et qui a écrit un très long article vraiment très détaillé à ce sujet-là, sur lequel je me suis un petit peu appuyée pour écrire cette vidéo. En tout cas, merci de l'avoir regardé jusqu'au bout, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a intéressé. Merci beaucoup aussi pour vos retours plutôt positifs sur mes premières vidéos, ça me fait très plaisir. Et du coup, pour continuer de me soutenir, je vous propose de vous abonner, de continuer à partager et de se retrouver dans quelques jours pour une nouvelle chronique.